c'est le deuxième temps. Alors, il y a quand même une particularité de ce deuxième temps. C'est que la situation de domptage du souvenir, elle est caractérisée par le contexte même du souvenir. Parfois, c'est une situation relativement tranquille, et à ce moment-là, on peut commencer à l'élaborer dès ce moment-là, mais très souvent, parce que c'est énigmatique, parce qu'il s'est produit quelque chose de particulier, parce qu'on est en situation professionnelle, pour des tas de raisons, on ne peut pas l'élaborer tout de suite, parce qu'on a besoin, pour l'élaborer, d'une situation de sécurité. Le domptage du souvenir, c'est une mainmise sur le souvenir. J'immobilise le souvenir, je le constitue comme souvenir, je le constitue comme trace, mais l'élaboration de cette trace, j'ai besoin d'une situation de sécurité, d'une situation de tranquillité, et j'ai besoin de cette situation-là pour pouvoir l'élaborer. Pourquoi? Parce que la situation de domptage du souvenir, c'est une situation de mainmise. D'une certaine manière, je fixe les choses. Alors que la situation d'élaboration, elle suppose un lâcher-prise. Elle suppose que la situation que j'ai immobilisée, d'une certaine manière, je puisse me la redonner, je puisse me la représenter, je puisse la présenter de nouveau. Ça veut dire que les défenses que j'ai mises en place au moment de la situation, au moment de la rencontre avec la situation traumatique, que ces défenses-là, il va falloir que je les lève. Nos dispositifs thérapeutiques, nos cadres thérapeutiques, leur première fonction, c'est d'offrir un espace de sécurité à nos patients. Toutes les règles du cadre, les règles de tout le travail thérapeutique de type clinique, elles sont d'abord et avant tout des règles pour offrir un espace de sécurité. Je garde mes patients 45 minutes. C'est 45 minutes ou 30 minutes, mais la durée est fixe. Et ça, je pense que là, je suis en désaccord avec les psychanalystes d'obédience lacanienne qui font des durées variables, parce que je pense que la durée variable n'offre pas cette sécurité-là, et qu'il y a tout un matériel qui ne peut pas venir précisément parce que la sécurité n'est pas suffisante. Mais ça veut dire quoi, ces 45 minutes? Ça veut dire, quoi que vous racontiez, quoi qu'il se passe ici, vous avez votre temps, vous avez tout votre temps, et je ne vais pas interrompre la relation parce que ce que vous dites est désagréable, parce que vous me dites des choses que je n'ai pas envie d'entendre. Non, je vous offre ce temps-là, c'est un temps, cette constante offre de la sécurité. Je ne porterai pas de jugement sur vous. Ça aussi, ça donne de la sécurité. J'aurai une attitude à peu près constante, la plus constante que je pourrais. Ça aussi, ça donne de la sécurité. Autrement dit, nos dispositifs, mais c'est vrai aussi dans l'enfance. Vous avez un gamin, il est à l'école, les enfants, ils sont parfois terribles les uns avec les autres. Donc il y a des moqueries, il y a un copain, on était très copains, puis d'un seul coup il a dit « je suis plus ton ami, je veux plus te voir », etc. Bref, ça fait des points de souffrance. L'enfant ne comprend pas bien pourquoi d'un seul coup l'autre ne veut plus être son ami, enfin bref. Il rentre chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte. Mais pourquoi? Parce que chez lui, il y a papa, il y a maman, c'est une situation de sécurité, et il va devoir élaborer ce à quoi il a été confronté ailleurs, à l'école, où là, c'est un peu plus la jungle, c'est un peu plus difficile, etc. Hein? Donc ces situations de sécurité, bon, mais vous n'avez pas de supervision, vous avez connu une situation clinique difficile, mais vous avez une bonne amie qui est psychologue, qui est psychiatre, qui est psychanalyste, qui connaît ces choses-là. Vous rentrez de la situation que vous avez connue sur votre lieu de travail, vous lui passez un coup de téléphone et vous lui racontez. Parce que c'est aussi une amie et qu'elle vous offre une certaine sécurité. Donc ces situations de sécurité, elles sont vraiment indispensables. Pourquoi? Pour que je puisse reprendre, ressaisir ce à quoi j'ai été confronté. Reprendre, ressaisir, c'est des manières de dire qu'il faut que ça se
ça m'est arrivé, il faut que je puisse commencer à devenir sujet de ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que je le représente, que je le reprenne à mon compte. Donc ça, c'est tout à fait important, et il faut qu'on s'arrête un moment sur quel est le processus de cette reprise, quel est le processus qui est rendu possible. Il y a des travaux qui ont été faits en neurosciences et qui sont assez parlants là-dessus, mais on avait déjà, dans la situation, dans la réflexion psychanalytique, des premiers concepts qui avaient été proposés. Quand on réfléchit bien sur ce que veut dire Freud quand il parle de transfert, qu'est-ce que c'est que le transfert? Il le dit à un moment donné assez clairement, je pense que c'est en 1912, il dit le transfert, c'est le déplacement de ce qu'il appelle la situation historique sur la situation actuelle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que j'ai vécu dans une certaine situation et que je revis dans la nouvelle situation. Alors quand la nouvelle situation, c'est une situation clinique, ça veut dire que je vais ressaisir, revivre dans la situation clinique quelque chose que j'ai vécu dans une situation de vie quelconque. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le processus? Comment se fait cette reviviscence? C'est là que je dis que les travaux des neurosciences sont utiles. Je les ai rapidement évoqués hier dans la discussion, je vais les reprendre là pour les préciser un peu plus. Les neurobiologistes mettent en évidence qu'il y a un processus de reviviscence en quelque sorte dans le fonctionnement de notre mémoire. C'est ce que Gerald Edelman, prix Nobel de biologie, a appelé les mécanismes réentrants. Ça veut dire quelque chose a été inscrit et je me le redonne, ça réentre dans l'appareil psychique comme si c'était présent. C'est ça les mécanismes réentrants. Une autre neurobiologiste, Katharina